Listen Your Radio. Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Le Québec est une terre d'influence. Il y a d'abord une influence américaine et anglophone. Et oui, quitte à casser l'image romantique de nos cousins québécois, le Québec est avant tout une terre nord-américaine. C'est sa place, son histoire, et c'est naturellement vers l'oncle Sam que le regard de la belle province se tourne d'abord lorsqu'elle regarde loin. Il y a aussi une influence française et francophone. Cartier, Champlain sont les pères fondateurs du Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou du moins tel qu'on croit le connaître. La langue d'ici est un étendard, une bataille et une fierté autour de laquelle se construit l'incroyable culture québécoise. Et non content de s'être allègrement affrontés au cours des siècles, des plaines Abraham jusqu'aux côtes des îles de la Madeleine, ces deux influences anglo et francophones restent encore aujourd'hui la mère des batailles autour de laquelle se structure la société québécoise. À bien y regarder, même la question de l'indépendance de la province est la parfaite continuité de cette lutte d'influence qui dure depuis 5 siècles. 5 siècles de guerre, 5 siècles de chicanes, d'accords de réconciliation, de rechicanes, de réconciliation, et 5 siècles qui auraient voulu occulter une autre réalité, une autre influence. Celle de ceux qui, bien avant que Cartier ne descende de son rafio, habitaient les terres de Québec depuis des millénaires. Je veux parler des premiers peuples. D'une manière un peu trop technique à mon goût, on les appelle autochtones. Mais signe d'une reconnaissance croissante de leur identité propre, on parle désormais de nations autochtones. De manière carrément blessante et irrespectueuse, on les appelle encore parfois indiens. Et n'allez pas croire que ce n'est qu'un terme utilisé dans une frange un peu bas du front de la population. Ce mot d'indien, on le retrouve dans des lois, et pas les plus glorieuses, dans des livres d'histoire et aussi dans toute la culture hollywoodienne qui a inondé la planète. Et dire que l'Inde et les vrais Indiens que Cartier comme Colomb pensait trouver se trouvent juste à plus de 11 000 km de Montréal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ridicule de la situation, mais imaginez, vous quittez Paris direction Toulouse pour vous rendre chez un certain Patrick que vous ne connaissez pas. En route, le GPS vous lâche et vous bifurquez sans le vouloir et vous arrivez à Lyon chez un certain Tom. Mais comme vous êtes plus têtu que la moyenne, vous allez passer le reste de votre vie à appeler Tom Patrick et à expliquer même à vos enfants que Tom n'a jamais existé et qu'en fait il s'est toujours appelé Patrick. Têtu, je vous disais. C'est fou, hein? C'est stupide. Et pourtant, c'est peu ou prou ce qui est arrivé au premier peuple. Camus disait « Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde ». Sur ce continent, cette phrase prend tout son sens. Imaginez qu'au lieu de les appeler Indiens, on appelle les premiers peuples parce qu'ils sont historiquement des Américains. Qui seraient alors les immigrés? En voilà une bonne question. Un simple mot qui changerait vraiment beaucoup de choses. Mais revenons aux premiers peuples d'ici, à leur histoire, à leur culture et à leur place dans la société québécoise. Ces nations sont au nombre de 11 au Québec, et même s'ils n'y vivent pas tous, ils se répartissent dans 55 communautés. Il y a quelques semaines, avec la voix de Katia Bacon, nous avons découvert la nation Innu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une autre identité, un autre peuple, une autre culture, les Abénakis. Pour cela, j'ai la chance de recevoir Suzy Obamsawin, qui est directrice générale adjointe au Conseil des Abénakis d'Odanak, et je vais essayer de le faire avec le bon accent. Quoi, Suzy? Quoi, Jean-Michel? C'était presque. C'était presque. Je débute, hein, j'essaye de maîtriser 2-3 langues. L'Abénaki, c'est sur ma liste. C'est sur ma liste, mais j'y suis pas encore. Suzy,
Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus pour dresser le tableau sur l'histoire des Abénaquis? Oui, absolument. En fait, faut comprendre déjà notre histoire comme étant un peuple qui a occupé aujourd'hui, qui est connu aujourd'hui sous la Nouvelle-Angleterre, puis le sud de la province du Québec. Donc, cette réalité-là fait en sorte que pour la nation abénaquise, la colonisation s'est inscrite très tôt là, dans le processus, dans le sens où, en fait, les colons ou les grands explorateurs sont débarqués d'abord sur notre territoire ancestral. Donc, les échanges, les liens, les affrontements ont été rapidement opérés là, sur notre territoire et est venu, disons, teinter beaucoup notre histoire et qui nous sommes aujourd'hui. Donc, la nation abénaquise au Québec, il y a 2 communautés, Odanak et Wanlinak. Nous sommes un peu plus de 3000 membres. Ça reste une petite nation à l'échelle des autres nations au Québec. Notre territoire ancestral va jusqu'aux environs de Boston, au Massachusetts. Donc, c'est juste pour donner aussi un horizon là, de la grandeur du territoire. Donc, souvent, on va parler des délimitations de notre territoire comme étant la région de Boston, la rivière Richelieu, lac Champlain à l'ouest, puis à l'est, plus aux environs de la rivière Etchemin, avec le fleuve Saint-Laurent étant la limite au nord de notre territoire. Donc, c'est un vaste, oui, c'est ça, c'est une vaste région qui aujourd'hui, techniquement, de façon officielle, il nous reste 7 km² qui est vraiment attribué, dans le fond, à la nation. C'est les territoires qu'on appelle les réserves indiennes d'Odanak et de Wanlinak, là, qui est vraiment ce qu'on a officiellement. Mais nous continuons d'avoir un lien avec notre territoire ancestral malgré toutes les contraintes, malgré tout les pressions en fait là qu'on a subies à travers le temps. La nation abénaquise, c'est aussi une nation qui continue de perpétuer son mode de vie traditionnel. Donc, tout ce qui correspond à la chasse, la pêche, la trappe, la cueillette sur le territoire de différentes ressources fait encore partie de notre mode de vie. C'est un mode de vie qu'on cherche à passer à travers les générations, qu'on cherche à valoriser puis à dynamiser là, parce que ça reste qu'on est dans une région où le territoire a été largement développé, a été largement privatisé également, donc on doit composer avec ces réalités-là là, pour faire en sorte de continuer en tant que peuple. On a un lien très très fort avec entre autres le frêne noir qui est une essence forestière avec laquelle nous faisons des paniers, entre autres, fait la vannerie, donc des paniers de frêne et de foin d'odeur. Ça, c'est vraiment quelque chose de distinctif de la nation qui est encore présent aujourd'hui. Donc, c'est aussi, selon la légende de la création chez les Abénaquis, nous sommes issus du frêne, donc nous avons été façonnés dans le frêne. Ça donne une idée de qui nous sommes en tant que peuple. Comment est-ce qu'on fait, tu dis, qu'aujourd'hui vous essayez de faire vivre cette histoire et de faire vivre cette culture et notamment tout ce rapport à la nature, mais comment est-ce qu'on fait pour le faire vivre concrètement lorsque officiellement le territoire a été réduit à 7 km² et qu'accessoirement on est en 2022, qu'on est au Québec, qu'on est dans un pays moderne avec des routes, des autoroutes, des bagnoles, de l'internet, de tout ce qu'on veut, que ce qui pour vous est probablement votre culture initiale, vos pratiques initiales, je passe à la chasse, à la pêche, sont devenues dans la culture québécoise ou occidentale, sont devenues de simples loisirs et non pas forcément des modes de vie. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire vivre ça dans une réalité qui est peut-être un petit peu tout autre? Oui, c'est sûr qu'au niveau, disons, relation avec le territoire, déjà, il y a une dimension effectivement à tenir compte. Nos pratiques sur le territoire sont des activités à caractère, dans le fond, liées à la subsistance et pas à la poursuite d'un trophée ou, dans le fond, le plus gros panache ou ce genre d'éléments-là. Donc, on est loin d'une pratique sportive. Ça, c'est une première dimension. Comment on arrive à faire vivre ces traditions-là? C'est à travers les années, on a pris une approche vraiment de collaboration. Donc, on essaie de trouver des alternatives qui vont être gagnantes pour plusieurs parties.
Donc, par exemple, nous, on a besoin d'avoir accès au territoire pour pouvoir perpétuer nos pratiques. On le sait qu'il y a plusieurs propriétaires terriens qui ont, par exemple, des problématiques de surabondance de chevreuils qui empiètent sur leur culture ou abondance de dindons sauvages ou de d'autres, en fait, espèces. Alors, nous, on approche ces gens-là, puis on leur manifeste qu'on a l'opportunité d'avoir des périodes de chasse étendues avec un quota notamment spécifique pour la chasse communautaire. Dans le fond, le gibier qui est prélevé de cette manière-là retourne à l'ensemble de la communauté, permet de contrer l'insécurité alimentaire et tout ça. Donc, c'est des dimensions qui interpellent les propriétaires terriens, puis fait en sorte qu'on est en mesure de convenir d'entente d'accès à leur propriété. C'est vraiment avec une approche de collaboration et non dans une approche de revendication qu'on arrive à faire valoir notre point de vue, notre perspective. Mais ultimement, le point le plus important, c'est d'avoir accès au territoire et de pouvoir amener les jeunes générations à pratiquer de façon sereine sur le territoire, en toute quiétude, puis de s'assurer que d'année en année, on a des endroits où on le sait qu'on va avoir l'opportunité de retourner, qui sont prometteuses, puis qu'on, en fond, on répond à plusieurs doléances, là, pas simplement les nôtres, mais aussi celles de particuliers ou d'entreprises qui ont des problématiques. Ouais, tout ça se fait dans une atmosphère très collaborative. Tu disais dans ta présentation des Abénaquis que vous êtes aujourd'hui 3000, c'est ça? Oui, presque 3000, ouais. Quand ces braves Champlain et Cartier sont arrivés, vous étiez combien à peu près? Les sources historiques divergent, là, mais généralement, on s'entend pour dire que c'est entre 25 et 40 000. Donc, il y a eu quand même une très grande proportion des ancêtres abénaquis qui sont soit décédés dans les guerres coloniales, soit ont été infectés par diverses maladies auxquelles ils n'avaient pas été déjà exposés, puis qui n'avaient pas le système immunitaire pour se défendre en fait, soit par d'autres conditions, là, entre autres, c'est sûr que durant la guerre, les différentes guerres, en fait, il y a eu aussi des camps d'extermination, il y a eu des camps un peu des styles camps de concentration où les gens sont aussi décédés par malnutrition, entre autres, là. Donc, ça leur réduit beaucoup la proportion de membres de la nation, là. Il y a aussi des enjeux que parfois on va parler, entre autres la petite variole, qui a eu des couvertures qui nous ont été remises, qui étaient contaminées par la petite variole, en fait le smallpox en anglais, qui a aussi décimé une partie là, de la nation. Ouais, l'histoire est chargée quand même. Mais nous sommes encore là, puis je pense que c'est oui, c'est ça. Pour retenir. Et sur les dernières années, ces 3000 membres, vous êtes plutôt dans une dynamique démographique positive, stable. C'est relativement similaire à la population québécoise, dans le sens où notre population est également vieillissante, un petit peu plus jeune en moyenne, mais ça reste que c'est quand même comparable. Donc, c'est sûr que on va pas doubler ou tripler dans les prochaines années. C'est la plupart des gens ont 2, 3 enfants, donc ça reste dans des proportions comme la société québécoise. Est-ce que les Abénaquis ont vécu aussi la sédentarisation forcée, les pensionnats autochtones, enfin tout ce qu'on entend ces derniers mois, pour moi en tout cas, sur l'histoire des autochtones au Québec, vous l'avez aussi vécu? C'est un peu nuancé en fait à notre égard, là, dans le sens où ce qu'on entend comme étant les réserves indiennes d'Odanak et de Wolinak étaient à la base déjà des endroits que les Abénaquis utilisaient comme des sites de campement. Donc, c'était déjà des endroits qui étaient fréquentés, qu'on connaissait. Donc, on n'a pas été délocalisés de
de nos régions respectives. Là, on était en territoire connu, familier. Ça, il y a quelques communautés comme ça au Québec là, qui ont les mêmes modalités dans le sens où du côté de Ganawagi, c'est la même chose. Ils étaient déjà domiciliés là avant même la création de la réserve. J'utilise le mot, là, c'est pas Oui, mais c'est le mot qui est utilisé. qu'on utilise. Ouais, nous, on préfère utiliser le mot communauté, mais ça reste que selon le langage juridique, là, c'est vraiment réserve qui est utilisé. Donc ça c'est une chose. Donc on n'a pas eu une sédentarisation forcée, mais c'est clair que notre mode de vie a été altéré. Puis il y a eu par exemple des entraves là, à pouvoir maintenir le mode de vie qui était à la base semi-nomade. On peut penser par exemple il y a un barrage dans Alsegontok, dans le fond la rivière Saint-François, qui a été construit à la hauteur de Drummondville en 1901, si je me souviens bien. Donc, c'est un ouvrage qui a fait en sorte que après ça, c'était plus possible de pouvoir faire la libre circulation sur la rivière telle qu'on la connaissait. Donc, ça fait quand même un certain moment là que ça a un peu, oui, forcé la sédentarisation, mais avec d'autres modalités qu'est-ce qu'on voit ailleurs. Par rapport aux pensionnats, nous avons deux réalités. Dans le fond, il y a les enfants qui sont de religion catholique et qui généralement sont francophones. Eux sont allés la plupart dans l'école de jour qui était à Odanak, qui est actuellement le musée des Abénaquis. Ça s'appelait l'Académie Saint-Joseph. C'était géré par des sœurs grises et c'était une éducation catholique comme dans les pensionnats, même genre ou une éducation religieuse, je devrais plutôt dire. Et les enfants de religion anglicane, anglophone d'Odanak ont été dans les pensionnats, notamment en Ontario. C'est vraiment le pensionnat tel que ce qui est connu là. Donc ils ont été là pendant plusieurs années, puis ils sont revenus éventuellement dans la communauté. Puis il y a certains membres aussi de Odanak et de Rolinac qui sont allés dans des orphelinats à différents endroits, puis dans des pensionnats, entre autres là, du côté de Pointe-Bleue, de Sept-Îles, puis de Latuc. Donc il y a toutes ces réalités-là qui existent là au sein de la nation. Ouais, très, très, très mélangé. On va revenir un peu plus tard sur la question des pensionnats autochtones, mais bon, les auditeurs l'entendent à ta voix, ils n'ont pas l'image, moi je l'ai, mais ils l'entendent à ta voix, tu es relativement jeune. Et pourtant, tu fais vivre aujourd'hui une culture dont depuis, on va dire, près de 2 siècles, tout a été fait pour essayer de l'éradiquer. Je vais donner 2 exemples. On vient d'en parler d'un, les pensionnats autochtones, et on y reviendra, parce que le but était quand même de faire sortir l'Indien de l'enfant. Je reprends mot pour mot les termes du Premier ministre de l'époque. De tuer l'Indien dans l'enfant. Excuse-moi, de tuer l'Indien, c'était encore plus violent. Et puis il y a aussi cette fameuse loi sur les Indiens qui date du 12 avril 1876. Alors je vais expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est écrit tel quel. La loi sur les Indiens est adoptée donc le 12 avril 1876. Elle vise à éradiquer la culture des Premières Nations, et à assimiler les autochtones à la société euro-canadienne. La loi renforce aussi le fait que les Indiens inscrits doivent volontairement renoncer à leur statut et aux droits issus des traités afin de pouvoir voter au niveau fédéral. Les Indiennes inscrites ont l'interdiction de voter aux élections de conseil. Ouais, on pourrait parler d'épuration. Ma question est la suivante. Quand on a un historique, j'allais dire récent, parce que toi tu es porteuse d'une histoire qui est beaucoup plus longue, mais tu as un historique récent où on a essayé de faire disparaître toutes les traces de cette culture. Comment est-ce que toi, qui es relativement jeune, tu peux arriver à retrouver les origines de la culture et puis les faire revivre? Tu nous expliquais en quoi ça consistait, mais par quelle magie tu retrouves tout ça, ou par quel tour de passe-passe les Abénaquis ont réussi, malgré tout ce qu'ils ont dû subir, à protéger leur culture? En fait, je pense que tous et chacun, puis surtout les personnes de ma génération, sont conscients qu'il y a eu une perte culturelle, qu'il y a des éléments de la culture qu'on va avoir de la difficulté à se réapproprier. Mais par contre, il y a plusieurs dimensions qu'on a réussi à passer à travers les générations, qui ont des éléments où les gens ont vraiment résisté à ce que l'identité abénaquise reste vivante. Puis ça, c'est ceux-là sur lesquels on doit s'attarder davantage.
Donc, on a encore plusieurs pratiques qui sont, entre autres, la vannerie, la production de paniers en frêne et en foin d'odeur. C'est quelque chose qui existe encore, qui est encore vivant. Donc, on reste attaché à cette technique-là. Mais il y a aussi des légendes, des histoires, plusieurs enregistrements qui ont été faits des ancêtres à une certaine époque qui sont accessibles, qu'on peut vraiment écouter nos ancêtres. Là. Entre autres, mon arrière-grand-père a fait toute une série d'entrevues avec un anthropologue, puis plusieurs de ces enregistrements-là que j'ai écoutés, puis lui raconte ce que lui on lui a raconté également. Donc ça, c'est vraiment une source inestimable d'informations, puis on est en mesure de se réapproprier. Puis ultimement, je pense que pour répondre simplement à la question, on doit se rappeler que on a le droit d'être fier d'être qui nous sommes, peu importe ce qui nous reste aujourd'hui d'héritage. Ça, on n'a pas choisi les choses comme elles se sont passées. Mais par contre, on peut choisir le futur. On peut choisir ce qu'on va passer à travers les autres générations. Par exemple, je peux enseigner à mon fils qu'être Abénaki, c'est pas être seulement Abénaki. Il peut être plusieurs personnes, porter un héritage multiple et en être fier. Puis c'est ça, je pense que c'est ce que je veux surtout manifester. Puis en fait, on a la latitude et la liberté aujourd'hui de pouvoir s'exprimer sans avoir de représailles. On est libre de le faire, puis je pense qu'on l'assume de plus en plus, là, cette liberté-là. Et justement, j'aimerais parler un peu de la place aujourd'hui des Abénakis, en l'occurrence dans la société québécoise, et plusieurs choses m'interpellent. La première, dans ton parcours personnel, et ça fait un peu écho à ce que tu disais par rapport à ton fils. Toi, tu as mené tes études en dehors de la communauté. Tu as fait l'université Laval. Est-ce qu'on peut facilement aujourd'hui sortir de la communauté, donc sortir de son terrain culturel, son terreau culturel, tout en affirmant son identité et en se fondant aussi dans l'identité des autres, et avoir cette double, voire probablement triple culture? C'est facile aujourd'hui, la société québécoise le permet? Facile, je sais pas si je m'avancerais à utiliser le mot facile, mais c'est possible. C'est ce qui fait quand même une grande différence. À la génération de mon grand-père, quelqu'un qui allait à l'université perdait son statut indien, avait plus accès à sa communauté, donc il se coupait volontairement de son réseau, de son noyau. Donc ça, c'était... Alors, on peut pas dire que c'était possible d'aller à l'université. Aujourd'hui, on n'a plus ces modalités-là qui s'appliquent, donc nécessairement les opportunités sont beaucoup plus variées, plus nombreuses. Je pense aussi que, en fait, au sein de la nation abénaquise, il y a vraiment un haut taux de scolarité, là, donc c'est plus fréquent pour nous d'aller à l'université, quoique pour moi, personnellement, je suis la première personne de ma famille qui est allée à l'université, qui a même complété des études primaires, secondaires, donc après ça, mon petit frère a fait exactement la même chose que moi. Donc, on a tous les deux été chercher des études universitaires de deuxième cycle. Donc, je pense que là, on a tracé la voie pour les prochaines générations. Ils pourront y aller en toute latitude, sans contrainte, je pourrais dire. Mais c'est sûr que quand on gravite dans des sphères où il y a, entre autres, de la recherche qui est effectuée, on devient un peu une source là, d'attrait, puis plusieurs personnes sont intéressées à savoir c'est quoi notre quotidien, comment on réussit à graviter dans le milieu universitaire et tout ça, alors que moi je me rappelle quand j'étais à l'université, j'avais juste une intention, c'était de compléter mes études universitaires. C'était pas nécessairement d'aller exposer mon identité puis d'aller m'investir dans différentes causes. Je voulais atteindre mon objectif de dire je suis capable de faire des études universitaires, puis après ça mes prochains qui vont suivre vont pouvoir aussi le faire. Donc, c'était vraiment
Mais ça reste que je me suis fait challenger à plusieurs reprises. On m'a manifesté à plusieurs reprises des commentaires que faut faut soit ignorer, soit pas se laisser affecter par là, parce que ça peut venir nuire à comment tu te sens là, dans cet univers-là qui est, oui, un peu loin de ce qui est familier. Là. Il y a du racisme? Oui, il y a du racisme. Je pense que ça, c'est les gens qui pensent qu'il n'y a pas de racisme au Québec, là, ils vivent clairement dans une réalité que leur propre identité n'est pas challengée, là, parce que oui, il y en a. Souvent, par contre, ce racisme-là, il est alimenté par une ignorance et un non-enseignement de ces réalités-là. Donc, c'est arrivé très fréquemment, justement, à l'université où on m'a posé des questions, puis clairement, les gens avaient jamais été exposés au sujet des peuples autochtones, n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer des membres des peuples autochtones, n'avaient pas eu de partage, outre le fait que d'apprendre qu'il y avait des nomades, des sédentaires, là, et ça s'arrêtait là, leur connaissance des peuples autochtones. Donc, moi, personnellement, au premier regard, au premier commentaire, je fais preuve vraiment d'ouverture puis de tolérance parce que je sais qu'il manque d'éducation populaire au niveau des peuples autochtones. Donc, je fais ce premier pas-là en prenant le temps de répondre aux questions sans me laisser heurter. Mais après ça, si la personne continue à aller dans cette même direction-là, puis reste sur ses positions, là, c'est sûr que je préfère me retirer. En fait, je sais que je vais pas réussir à faire changer les mentalités de tous et chacun. Donc, je me concentre sur ceux qui ont un intérêt réel de vouloir ouvrir leurs horizons davantage. Donc, en résumé, quand il y a quelques mois, il y a eu cette prise de conscience, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti moi, cette prise de conscience dans la société québécoise suite à ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément dire la référence en tête, Joyce Echaquan est une femme autochtone qui s'est présentée à l'hôpital de Joliette, je crois. Elle était en grande souffrance et en fait pendant qu'elle était sur le lit des urgences, deux infirmières se sont ouvertement moquées d'elle en niant sa souffrance sous le prétexte qu'elle est autochtone et que elle porte toutes les souffrances du monde et tout ce qu'on peut imaginer, sauf qu'elle était purement et simplement en train de mourir, qu'elle en est morte, mais qu'elle a tout filmé avec son téléphone portable. Vidéo qui a été rendue publique et qui a pour peut-être l'une des premières fois démontré avec une preuve physique que oui, il y a du racisme et qu'accessoirement, ce racisme-là au Québec, on peut en 2022, 2021, en mourir. Ça a été une prise de conscience pour beaucoup de monde, mais toi, du coup, ça t'a pas forcément surpris, c'était pas quelque chose de nouveau. Non, ça m'a pas surpris, ça m'a choqué, j'étais vraiment frustrée, en fait, là, parce que on pourrait s'attendre à des professionnels d'agir autrement, puis de traiter l'individu comme étant un être humain avant tout, peu importe son identité, son genre, son ethnie. Donc, moi, c'est surtout ça que c'est un peu comme de dire encore une fois là, qu'on est des citoyens de deuxième ordre. Donc, on est moins important à soigner que d'autres individus. Peu importe le parcours qu'on fait, les choix qu'on fait, c'est clair qu'on peut effectivement dire, OK, il y avait des choix de vie questionnables pour telle et telle personne, mais ça reste que ultimement, cet individu-là, c'est un être humain, puis cet être humain-là a une famille, a des amis, a des proches, puis il mérite d'être soigné, peu importe. Donc, je pense que je trouve qu'elle a fait un cadeau vraiment riche d'avoir la lucidité de prendre cette vidéo-là puis de l'exposer parce qu'après ça devenait sans équivoque. Qu'est-ce qui s'était passé? Jusqu'à ce moment-là, tout ce qui était manifesté a été beaucoup banalisé ou a été comme, ben, c'est ton côté de la médaille, il y a un autre côté de la médaille, puis peut-être que t'es trop sensible ou t'es trop émotif ou il y avait toujours comme une excuse pour venir altérer ce qui était vécu au quotidien. Mais là, en fait, quiconque regarde la vidéo peut
peut constater que c'était inacceptable, puis que clairement, c'était pas la première fois que ce genre de situation-là se produisait. Okay. Tu le disais tout à l'heure, le racisme à ton endroit envers envers les autochtones, ou le racisme en général, est souvent la conséquence de simplement d'une méconnaissance, d'une ignorance. Pour toi, aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels il faut travailler pour que les gens se connaissent, pour qu'on connaisse les cultures autochtones, pour qu'on connaisse la culture abénaki? C'est quoi encore les incompréhensions, les loups, les choses à soulever pour que ça y est, on se comprenne, quoi? Ben, c'est sûr qu'on part quand même un peu de loin. Donc, déjà, savoir qu'il y a 11 nations au Québec avec plusieurs communautés qui composent chacune de ces nations-là, que chacune de ces communautés, nations ont une culture propre, que dans le fond, on n'est pas un tout homogène qui pensons toutes de la même façon. Là. Je pense que c'est important de l'exposer, que on a tous et chacun une perspective, entre autres au niveau territorial ou au niveau des légendes, des contes qui sont associés à qui nous sommes. Puis ça, c'est important de le manifester parce que souvent, les gens, ils réagissent « Ah, mais là, ils s'entendent pas entre eux, ils devraient s'entendre », mais on s'entend pas entre nous comme, par exemple, le Québec ne pourrait pas s'entendre avec l'Ontario parce que chacun a ses positions, puis chacun a son regard sur certaines situations. Donc, ça, c'est déjà une chose. Puis aussi, d'en parler dans un contexte en continu, là. Donc oui, on part d'abord de partir que l'histoire du pays il y avait une occupation antérieure à l'arrivée des explorateurs puis des colons et tout ça. Donc déjà de venir le statuer puis de le renforcer qu'il y avait une occupation millénaire de ces territoires-là et de continuer sur cette ligne du temps-là avec le fait que juste nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes des êtres encore présents qui avons des rêves, des aspirations, qui avons aussi des ambitions, qui veulent avoir des opportunités, en fait, on veut être grosso modo libre comme tous et chacun, là, donc avoir l'opportunité d'être heureux. Je pense que ça, c'est ça aussi. Donc, il faut être capable de nous inscrire à tous ces moments-là de l'histoire comme étant des êtres humains. Déjà, là, vraiment de rappeler, là, nous sommes des êtres humains et que nous sommes encore là. Donc, ça, c'est parce que beaucoup, à mon sens, trop souvent, on va avoir un regard sur le passé. Donc, nous étions comme ça. Nous faisions ça. Nous avions tel mode de vie. Mais j'existe encore, là. Et j'ai un fils, donc la nation continue. Puis c'est clair, j'espère, ou peut-être, en tout cas on verra, il est encore trop jeune, mais peut-être que lui aussi aura des enfants, donc clairement la nation va continuer. Donc c'est important de garder ce regard-là également sur le futur quand on parle des peuples autochtones. La place de cette histoire et de cette réalité d'aujourd'hui à l'école te semble-t-elle suffisante ou c'est là qu'il faut travailler? Parce que moi, tu me parles d'éducation depuis tout à l'heure et pour moi, voilà, c'est à l'école que ça se joue, quoi. Non, c'est encore à travailler. Puis on le constate, entre autres, là, il y a plusieurs groupes scolaires qui vont visiter le musée des Abénakis, dans le fond, qui est le premier musée autochtone au Québec. Donc, depuis 1965, on accueille là, plusieurs groupes dans notre super musée. Et il y a des enfants, quand on les rencontre, ils sont étonnés de nous voir encore vivants. Ils sont vraiment surpris. Je confirme, ce n'est pas une voix de synthèse, c'est bien une vraie personne qui parle en face de moi. En fait, ils ont des réactions c'est très mignon aussi, là. Ça reste des enfants, donc je veux dire, on prend pas personnel, là, nécessairement, mais c'est arrivé, on m'a déjà dit, wow, tu dois être vraiment vieille, là, c'était à Benakis. Puis là, je suis comme, c'est quoi, je suis vraiment vieille, j'ai l'âge que j'ai. Alors, si c'est le cas, je tiens à vous dire que visiblement, il y a des produits cosmétiques chez les Abénakis qui doivent être assez exceptionnels, puisque, non, a priori, non, c'est pas très âgé. Exactement, plante médicinale, là, on a la cure de jouvence. Non, donc c'est là où on voit que clairement il
il y a une partie de l'histoire qui est racontée, mais il manque plusieurs dimensions. Et aussi de bien pouvoir exposer ces dimensions-là dans justement le contexte actuel. Là. Donc, ça, je pense que c'est bien que ces enfants-là viennent à Odanak et vivent cette expérience-là, puis sont à même de constater qui nous sommes. Mais pour tous les autres qui ne viennent pas nous rencontrer, j'ose espérer qu'ils ont d'autres opportunités pour eux aussi voir que nous ne sommes pas que des sujets historiques. Là. D'ailleurs, je crois que les enfants québécois ne le savent pas tous, mais les mots Canada et Québec sont quand même d'origine autochtone. Ce sera bien de leur rappeler à l'occasion, parce que voilà, c'est quand même un peu l'un des premiers trucs. Quand tu parles de la réalité d'aujourd'hui, j'ai une des questions que je me pose, alors je sais pas comment je vais arriver à la formuler, mais en fait je vois un petit peu le Canada, après 2 ans ici, comme une espèce de poupée russe. C'est-à-dire qu'il y a la nation canadienne, après, en l'occurrence, il y a la nation québécoise, et puis il y a toutes les nations, tu parles de la nation abénaki, toutes les nations autochtones, qui en plus, effectivement, tu le précises, mais dans chaque communauté, ont quand même des cultures et des histoires propres. Ma question, c'est comment est-ce que tout ça peut s'organiser efficacement? De plus en plus, j'entends parler, alors j'ai pas la terminologie, mais on va dire de gouvernement, voilà, en tout cas de représentants gouvernementaux qui sont issus ou qui représentent les communautés autochtones. Moi, sur la partie, j'allais dire plus la plus visible, je vois déjà que le fédéral et le provincial se foutent joyeusement sur la tronche pour le moindre sujet, et que ça retarde et que ça complexifie énormément les choses. J'ai l'impression qu'il y a une 3e dimension qui arrive de plus en plus. Alors, d'un côté, je me dis, super, il y a une reconnaissance, probablement enfin, tu me diras si j'ai raison. Et d'autre côté, je me dis, oh putain, c'était déjà le bordel. C'est quand même pas gagné. Comment ça marche? C'est extrêmement complexe, effectivement. En fait, je pourrais peut-être commencer en disant que, pour ma part, je m'identifie d'abord comme étant Alnonbaskois, dans le fond, qui veut dire Abénakis en français, mais que quand on traduit, ça veut dire être humain. Donc, je m'identifie d'abord comme ça, puis après ça... Tu peux répéter, parce que c'est très joli, être humain. Oui, dans le fond, ça veut pour être humain féminin. Ouais, mais le mot que tu as utilisé, Nonbaskoise? Alnonbaskois. Alnonbaskois, ok. Donc, les hommes, c'est Alnonba, les femmes Alnonbaskois. Donc, ça, c'est ma première réponse plus simple. Donc, dans ce lot d'identité, de référents et de est-ce que je m'identifie comme Canadienne, est-ce que je m'identifie comme Québécoise, je résume simplement en disant que je m'identifie comme Alnonbaskois et c'est tout. Ça reste que j'habite dans la province du Québec, dans le pays qui s'appelle le Canada, donc je gravite à travers tout ça, puis c'est un peu comme ça pour bien des membres des peuples autochtones. Après ça, quand le fédéral a commencé à faire des reconnaissances territoriales, puis qui étaient articulées par différentes ressources, on va dire, là, des différents ministères, c'est bien, c'est positif. En fait, c'est sûr que c'est bienvenu, là, ça... J'oserais même dire c'est gentil. Quand tu parles de reconnaissance territoriale, c'est quoi? Parce que moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est quand j'entends, par exemple, Justin Trudeau, il y a pas très longtemps, qui, lorsqu'il est venu pour rencontrer le pape, on en parlera juste après, a commencé son discours en disant je reconnais que nous sommes ici en territoire autochtone, je me souviens plus de quelle nation il a cité, et que nous occupons ce territoire. C'est aussi un discours qu'on va entendre, enfin un texte qu'on va entendre au Centre Bell à Montréal avant chaque match des Canadiens. C'est ça la reconnaissance des territoires? Ou oui, ça va plus loin? Ok, c'est ça. En fait, techniquement, ça devrait aller plus loin, mais... Oui, parce que donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, ok, mais so what, quoi. Voilà, ils se sont donné bonne conscience, mais enfin, ils disent qu'en gros, qu'ils sont pas chez eux, mais globalement, ils restent là quand même.
Donc j'ai du mal à comprendre le concept, j'avoue. Ouais, ben c'est un peu manifesté. En fait, je le vois un peu comme un clin d'œil. Donc, voici, Okay. je vous reconnais. Effectivement, ce sont des territoires non cédés, donc que vous n'avez pas en fait convenu d'un traité ou d'une entente quelconque pour à une certaine époque dans le processus de colonisation finalement. Euh, ça reste ça reste une déclaration de principe là, dans le sens où n'importe qui peut en formuler une, mais quant à moi, c'est OK, une fois que tu as reconnu que c'est mon territoire non cédé, c'est quoi tes prochaines actions? Qu'est-ce que tu vas vraiment engager comme orientation pour tenir compte que c'est mon territoire non cédé? Parce que tu viens de le manifester. Tu l'as dit, donc maintenant... Ouais, tu l'as dit. Moi, tes paroles, on a un grand respect pour les paroles prononcées. Donc, si tu l'as manifesté par voie écrite ou voie orale, je considère que tu le penses réellement. Donc, si tu le penses réellement, quelle est ta prochaine étape? C'est souvent là où le processus s'arrête, dans le sens où pour bien des gens, la reconnaissance territoriale, c'était que de l'exprimer à haute voix devant une foule, puis voilà, c'est fait. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que, OK, à partir de maintenant que tu as reconnu le territoire, est-ce que tu vas m'inclure dans le développement du territoire? Est-ce que je vais avoir accès aux redevances versées sur ce territoire-là? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités qui vont être accordées à la nation pour se développer également, vu que c'est mon territoire? Tu m'as dit que j'étais chez moi. Donc, c'est ce genre de dimension-là que, pour l'instant, moi, je trouve que c'est encore assez vide comme processus. Puis je pense que les gouvernements se sont fait challenger aussi à cet égard-là, de dire, si vous avancez dans cette voie-là, c'est vraiment gentil, mais restez pas là, parce que si vous restez là, c'est clair qu'il va y avoir des insatisfactions, puis il va y avoir aussi de l'incompréhension, parce que on partage pas une perspective commune là, à cet égard-là. Oui, moi, le terme que je m'étais noté en préparant l'entrevue, c'était remuer le couteau dans la plaie. J'avais l'impression que c'était un petit peu ça en fait, en disant je te rappelle que tu m'as pas cédé le territoire, je te rappelle que je me suis installé, mais enfin je compte pas bouger quand même. Merci, bonne journée. C'est un peu et en même temps, avec toute la bonne volonté du monde, si je prends un territoire comme Montréal, je pense au texte des Canadiens à chaque fois avant chaque match, je me dis ok, imaginons qu'ils veuillent aller plus loin. Ok, mais ils font quoi? Je veux dire, Montréal, là, ça va être un peu compliqué de restituer le territoire. Il y a 2-3 constructions dessus, quelques personnes qui se sont installées. Mis à part éventuellement une modalité financière, mais qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui raisonnablement pour que justement cette reconnaissance aille plus loin et que les nations autochtones puissent se retrouver, si ce n'est toute leur place, au moins une partie de leur place dans ce qui était leur territoire initialement? Je pense que la ville de Montréal est quand même lancée dans cette direction-là. Je sais pas spécifiquement si le Canadien de Montréal va aller plus loin, mais de manière générale, la ville de Montréal, je pense qu'elle a fait certains pas, entre autres, en cherchant à faire rayonner les peuples autochtones. Il y a plusieurs expositions, entre autres, là, qui ont été développées. Il y a un nom de rue qui a été changé pour, dans le fond, enlever le nom d'un oppresseur, puis le remplacer par quelque chose, en fait, le toponyme en Kanien'kehá:ka, qui est pour Montréal. Donc, je pense que ce genre d'action-là, ça n'a pas toujours besoin d'être financier, mais je pense que c'est quand même, on participe à augmenter la visibilité des peuples autochtones, à les faire rayonner, puis à faire aussi créer des ponts pour que, par exemple, les gens qui vont à Montréal aient l'opportunité d'aller à Ganawagé ou d'aller dans d'autres communautés Mohawk, puis de pouvoir apprendre sur eux, connecter, faire vivre leurs entreprises. Donc, je pense qu'il y a quand même ça d'initié. C'est sûr que, est-ce qu'on va arriver à un moment où on va être pleinement satisfait? Ça, je sais pas. Mais je pense qu'il faut vraiment
garder à l'esprit qu'il y a plusieurs actions qui ont été engagées. À mon sens, c'est mieux que juste dire une reconnaissance territoriale. Donc, il y a quand même des choses. Il y a des choses symboliques aussi, là. La Ville de Montréal a remis les clés à Ganawagé, de l'hôtel de ville. Il y a sur le drapeau de la Ville de Montréal, il y a eu un pain qui a été ajouté, l'arbre, là, pas la miche de pain. Faut juste ça plus me faire plaisir moi, ça, éventuellement. Donc, c'est ça, il y a un pain blanc qui a été ajouté. Donc, ça, c'est des choses qui ont une symbolique aussi, là, que je suis présent, je suis visible, on reconnaît que je suis encore là. Puis ça vient aussi, ça vient nécessairement jouer dans notre processus de guérison à chacun d'entre nous également. Ouais, les symboles, ça compte. Il y a un autre symbole qui s'est joué à Ottawa, au niveau canadien. C'est la nomination de Mary Simons au poste de gouverneur général. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est que le poste de gouverneur général, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Vous avez certainement entendu parler du Commonwealth. Et si vous venez au Canada, bah, vous verrez que le visage d'Elisabeth II est sur bon nombre de billets, puisque c'est la reine du Canada. La reine Elisabeth II a une représentante officielle qui est en permanence au Canada, et en l'occurrence, c'est Mary Simons. C'est un rôle, on va dire, assez représentatif, honorifique, simplement, sans forcément beaucoup de poids, mais par contre, en termes de représentation et de symbole, c'est un rôle qui compte vraiment. Pour la toute première fois, ce rôle a été confié à une femme issue d'une communauté autochtone, Mary Simons. C'est un geste qui a été salué de par le Canada et de par le monde par énormément de personnes. Au Québec, c'est aussi une nomination qui a fait quelque peu polémique, parce que si Mary Simons parle parfaitement anglais, si Mary Simons parle parfaitement le langage de sa communauté autochtone, elle n'a qu'une maîtrise très approximative du français, et évidemment, la question de la langue au Québec, c'est quelque chose d'important. Deux questions. La première, est-ce que cette nomination, toi, personnellement, et en tant que représentante directrice générale d'une communauté abénaki, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait plaisir? Est-ce que ça rentre dans les symboles dont tu nous parlais, qui t'aident à guérir? Enfin, qui vous aident à guérir? Personnellement, j'ai pas vraiment d'allégeance à la couronne britannique, donc à la symbolique du rôle. Ça, je pense que c'est une chose. Par contre, de savoir qu'une femme autochtone a atteint ce niveau-là dans la société canadienne, je pense que c'est surtout ça qu'il faut se rappeler, puis il faut garder notre regard centré sur cette dimension-là. On vient de faire éclater les plafonds de verre, en fait, là. On vient de vraiment manifester là qu'il y a aucune limite à qu'est-ce qu'on peut devenir dans la société. Que le fait que nous soyons autochtones d'une nation ou d'une autre nous empêche pas d'accéder à ce genre de rôle-là dans la société. Peu importe ce qu'on peut en penser du rôle en question, là, mais je pense que si on garde le focus sur le fait qu'elle a atteint ce niveau-là, puis c'est une personne qui est reconnue pour ayant une bonne rigueur, qu'on sait qu'elle est à la hauteur de ses engagements, qu'elle va nécessairement venir influencer le cours des décisions avec le pouvoir qu'elle a, bien évidemment, là. Mais ça reste que je pense, en tout cas, du moins à mon égard, c'est vraiment positif, parce que je me disais, n'importe qui voit ça, n'importe quel jeune des communautés qui cherche un modèle, ça pourrait devenir un modèle de référence, là, de dire elle a réussi, je peux aussi réussir. C'est ce qui arrive avec chacun des individus qui occupent pour la première fois des nouvelles positions qui n'avaient pas encore été occupées par des personnes autochtones. On vient encore une fois de manifester. Si tu as le rêve de devenir telle personne, tu peux le devenir, parce que cette personne-là vient de faire éclater la barrière qu'il y avait. C'est aussi une reconnaissance de la langue. C'est une reconnaissance de la langue. Puis je sais que ça, c'est une polémique que je peux comprendre, là, parce que le Québec insiste beaucoup pour que les gens qui ont ces fonctions-là soient bilingues. Je peux vraiment comprendre la déception qui a été générée. Je pense que
il faut avoir un peu de tolérance et d'ouverture au fait que le français, c'est sa troisième langue, gravée dans un univers aussi où la plupart de ces interactions vont être soit en inuktitut ou en anglais. Je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs là, de par le profil qu'elle présente. Mais je comprends vraiment la discussion qui a eu lieu au Québec. Puis c'est vrai qu'il y a eu une polémique, mais moi, de mon œil, dire externe, enfin de moins en moins externe, j'ai quand même trouvé la manière dont la polémique est arrivée assez intéressante, parce que jusqu'ici, jusqu'à cette nomination, effectivement, la revendication du Québec, du gouvernement québécois, de la société québécoise en général, c'était que pour les postes représentatifs au Canada, les gens devaient être bilingues. Et bim, Mary Simons arrive, et ben, v'là pas qu'elle est bilingue. Sauf qu'on n'a pas précisé quelle langue. Oui, elle est bilingue. Elle parle Innu, c'est ça? Inuktitut. Inuktitut. Et évidemment, elle parle anglais. Elle est parfaitement bilingue. Et là est arrivée la notion de dire, ah oui, mais en fait, quand on dit bilingue, il y a peut-être pas que l'anglais et le français. Ce qui, pour moi, était très intéressant parce que ça montrait qu'à la fois, toutes les langues autochtones avaient été complètement sorties du scope jusque-là. Et tout d'un coup, bah, ça les remet sur la table. Et de plus en plus aujourd'hui, quand on parle de Mary Simons au Québec, on dit oui, mais il faudrait qu'elle soit trilingue. Ouais, ben c'est ça. On nous demande généralement toujours plus. On a rajouté une petite couche. Ouais, en fait, c'est un sentiment qu'on vit quand même assez souvent, que plusieurs d'entre nous vivons la pression d'être doublement meilleurs. En fait, on doit pas juste être bon, on doit être doublement bon, parce que déjà, on est autochtone, fait que là, on porte ce bagage-là, mais il faut aussi bien comprendre la société québécoise, bien comprendre la société canadienne, de pouvoir s'exprimer dans les deux langues officielles, de pouvoir avoir la connaissance sur l'entièreté des sujets. Donc, c'est quand même une pression assez importante, alors que Mary Simon, quand on regarde son profil, c'est quelqu'un qui avait un parcours qui permettait d'occuper ce genre de fonction-là puis d'être en mesure de pouvoir opérer adéquatement. Donc, c'est pas comme quelqu'un sur le coin d'une rue là qui a été choisi. Là, c'était vraiment quelqu'un avec un profil, avec un bagage, avec des expériences qui étaient pertinentes pour le rôle, dans un moment où le Canada avait manifesté qu'il voulait offrir davantage d'opportunités ou de le voir comme une occasion de réconciliation. Donc, je sais que... Fait que bref, je pense pas qu'il faut considérer la candidature de Madame Simon juste sur la dimension du bilinguisme ou du trilinguisme. Il faut le voir dans d'abord voir la compétence, déjà. Dernière question sur cette idée de réconciliation, et après on parlera vraiment du présent et de l'avenir. Important, l'avenir quand même. Le pape. Le pape est passé au Canada et au Québec. Il est venu pour présenter ses excuses. Alors, on pourra discuter de savoir si c'était suffisant ou pas, mais présenter ses excuses pour la place qu'a pris l'Église catholique dans ce qu'on appelle les pensionnats autochtones, qui ont, on va pas épiloguer, mais qui ont clairement été des horreurs à tout point de vue. Ça aussi, c'est quelque chose qui compte. Moi, j'ai été surpris lors du passage du pape, déjà surpris par certains mots ou par absence de certains mots. Le mot génocide a été prononcé, mais il a été prononcé dans l'avion du retour. Voilà, il n'a pas été prononcé en sol québécois, en sol canadien. Non, il a été prononcé en vol sur l'avion du retour. C'est peut-être un détail, mais comme disait la chanson, pour moi, ça veut dire beaucoup. Le choix des mots, et puis le manque de ferveur populaire. J'ai été aussi très étonné. Le pape est venu sur les plaines d'Abraham à Québec. Les plaines d'Abraham avaient été préparées en conséquence. Il y avait le Festival d'été de Québec quelques jours plus tôt, où il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient devant le concert de Maroon 5. Visiblement, le pape attire un petit peu moins que Maroon 5. Il y avait au bas mot 4000 personnes, dont la moitié devait faire partir du service de sécurité. Du coup, ça m'interroge sur est-ce que ces excuses, est-ce que cette visite a eu un impact et va aider à la réconciliation? Et il n'y a pas mieux que toi pour me donner ton avis. En
En fait, je pense que cette visite-là va contribuer à la guérison des gens qui en avaient besoin. Je pense que c'est ça la réponse la plus simple. Je sais que chez moi, il y a des gens de la communauté qui sont allés voir le pape et qui ont été dans la basilique. Et pour eux, c'était important d'avoir accès à ce moment-là dans leur existence. Donc, ils sont revenus satisfaits de leur séjour. Puis pour moi, ça, c'est eux qui ont vécu, en fait, ces moments-là. C'est à eux à manifester si, est-ce que ça a été convenable ou non? Est-ce que ça leur a permis de faire la paix avec leur enfant intérieur? Parce que c'est l'enfant qui a été blessé, ultimement, à travers toute cette expérience-là. Donc, je pense que pour les gens qui en avaient besoin, ça leur a répondu aux attentes. Après ça, des gens comme moi de ma génération qui ont pas vécu ce génocide-là ou ont pas vécu de manière directe en fait les impacts de la religion ou de l'Église catholique, parce qu'il y a pas juste l'Église catholique là qui a contribué à ce système-là non plus, faut le dire. C'est vrai. Donc, oui, les excuses du pape, mais les pensionnats indiens dans lesquels les gens d'Odanak sont allés en Ontario, c'était pas catholique. C'était d'autres religions. En tout cas, bref, tout ça pour dire, pour moi, c'est juste une personne de plus qui s'excuse. C'est pas vraiment, ça vient pas vraiment changer quoi que ce soit à mon existence. Je trouve que c'est correct là, il a dit il a dit à voix haute le génocide, mais il a pas nécessairement manifesté que l'institution était problématique. Pas nécessairement remis en question tout ce manque d'humanité-là, puis comment une religion qui dit prêcher l'amour et tout ça articule les choses comme ça sur des enfants. Ça, je vais toujours continuer à pas comprendre pourquoi des hommes de foi ont fait ces gestes-là, puis ont cru que c'était des bons gestes. Fait que encore une fois, on parle de deux niveaux de citoyens, là, ben, tu sais, ça, c'était ça aussi. Là. Mais bref, dans tout ça, j'ai essayé de rester vraiment calme et de pas me laisser emporter par les émotions parce que mais pour mes grands-parents, la religion catholique était vraiment importante. Ils étaient très dévoués à la religion catholique et par respect pour mes grands-parents puis par respect pour toutes les autres pour qui c'est important cette présence-là, j'ai préféré juste leur laisser vivre le moment sans manifester comment moi je voyais les choses. Je comprends. Parlons un petit peu du présent, puis parlons d'avenir. Le présent, j'ai le sentiment qu'on est dans un momentum, comme on dit, avec tout ce qu'on vient de discuter ensemble. Oui, le pape, mais aussi Mary Simons, aussi ces reconnaissances des territoires qui se multiplient un petit peu partout, aussi un grand vent de culture. De plus en plus, on parle de culture autochtone qui soit a ses propres festivals, soit simplement fait partie de la culture québécoise. Beaucoup de livres en ce moment, des artistes de musique sur le site de Fétifred, vous pouvez écouter Shawit. Vraiment un momentum important. Comment tu vois, tu n'es qu'au début de ta vie, toi tu es toute jeune, comment tu vois l'épanouissement de ta vie, de la jeune femme abénaki que tu es dans la société québécoise, là, maintenant, et puis comment tu l'imagines pour ton enfant? Définitivement plus positive. Puis je pense aussi que c'est moi qui assume d'être positive dans tout ça. Donc puis je me rappelle, je veux juste manifester qu'entre autres mon arrière-grand-père a écrit plusieurs chants qui sont encore pratiqués là au sein de la communauté d'Odanak. Puis entre autres, il y a un chant qui s'appelle Nidon Bassis. Nidon Bassis, ça parle entre autres de l'attaque qu'il y a eu à Odanak en 1759 où dans le fond des troupes de mercenaires ont voulu mettre fin à la communauté.
Puis dans cette chanson-là, il finit en disant « Rappelle-toi que ta peau vaut autant que celle d'un blanc. » Dans le fond, que t'as autant de valeur que n'importe qui. Puis ça, c'est vraiment quelque chose avec quoi je veux continuer de graviter puis de vieillir. Puis c'est ce que je veux aussi laisser à mon fils en héritage. Questionne-toi pas à savoir si t'as moins de valeur ou je veux que ça soit compris et acquis qu'on a autant de valeur puis qu'on continue comme ça. Puis ça, je pense que cette fierté inébranlable-là fait en sorte que nécessairement j'ai un regard plus positif sur le futur, puis sur les opportunités qui se présentent à nous, puis aussi de dire, si je viens te bousculer ou viens te choquer par mes propos, j'assume complètement que mes propos, je les ai dit en tout respect. Donc, j'assume ce que je dis pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse cheminer sereinement dans le futur. Il y a plein d'opportunités en ce moment, là. Plein, ça regorge. Le tourisme autochtone est florissant. Les opportunités à cet égard-là sont extrêmement nombreuses. Les gens veulent nous connaître, veulent poser des questions. Puis, je consacre mon énergie à cet égard-là. Ceux qui veulent pas suivre la vague, qui veulent continuer à mettre des bâtons dans les roues, viennent plus me chercher. Vraiment, là, je préfère faire comme eux font, je les ignore. Donc, je focus sur ceux qui ont envie de cheminer avec nous, ont envie de poursuivre l'aventure avec nous, puis qu'on se voit d'égal à égal avec des opportunités de maillage, des opportunités d'échange, de partenariat, de collaboration. Donc, c'est ça. Je vois qu'il y a vraiment de la place, puis j'assume complètement ma place. Actuellement, à la télévision québécoise, il y a un auteur qui est aussi un journaliste et un présentateur, en l'occurrence Michel Jean, qui est d'origine Innu et qui ne l'a pas toujours fait, mais depuis quelque temps, depuis qu'il présente le TV à midi, commence sans arrêt toutes ses émissions par couer tout le monde. Voilà, comme j'ai essayé de le faire en presse, parce que c'est l'Abénaki est légèrement différent, mais avec un accent assez merdique. Mais j'ai essayé, hein, tu notes. J'ai fait un pas. Il y a donc un présentateur, une célébrité à la télévision qui est d'origine autochtone. Est-ce que demain, il pourra y avoir un ou une autochtone, voilà, peut-être même une Abénaki, peut-être même qui aurait fait un podcast Pétufrette, engagé en politique québécoise, voire pourquoi pas Premier ministre, c'est quelque chose qui est possible? Je pense que tout est possible. Moi, je mets aucune barrière à qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. C'est clair qu'il y a toujours des conciliations à prendre en considération, mais de manière générale, en tout cas du moins à Odanak, n'importe qui va chercher des opportunités, va essayer d'aller exposer, en fait, aller chercher de la visibilité, s'impliquer, s'investir, il va être supporté par la communauté. On va pas venir lui dire, ah, t'as choisi la politique québécoise, tu viens rejoindre les rangs là, de l'oppresseur ou peu importe là, comment qu'on pourrait le nommer. Au contraire, non. C'est vas-y, essaye, fais un peu, viens contribuer en fait au changement, puis apporte ta voix là, à ce processus-là. Puis je pense que ça c'est ça. Moi, je vois vraiment pas de limite. Il pourrait y avoir des premiers ministres. Après ça, c'est est-ce que la société est prête? Est-ce que la société veut voir ça? Est-ce qu'ils vont supporter? Il y a plusieurs candidats, entre autres au sein de Québec solidaire, qui sont de peuples autochtones, entre autres ici, là, dans un des conseillers à Odanak se présente aux élections provinciales sous la bannière Québec solidaire. Puis ça fait partie de ses aspirations à lui aussi de pouvoir partager le message à différents niveaux, puis être en mesure de pouvoir influencer le cours des choses là, dans différentes tribunes. Là. Je pense que c'est important de s'investir. Si on s'investit pas, on peut pas rester juste dans nos organisations puis espérer du changement. Il faut aussi s'impliquer, être présent, être disponible là, dans le reste de la société également. L'une des manières de s'impliquer dans la société et d'apporter aussi votre regard, votre histoire, votre culture et
j'allais dire votre expérience ou votre expertise même. Est-ce que c'est pas l'écologie? Je m'explique. Tu as commencé cet entretien en parlant justement de votre rapport, j'allais dire culturel à la nature, assez différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui, où la nature est principalement soit touristique, soit récréative. Non, vous avez historiquement en tout cas un rapport à la nature qui est très différent. Or, la nature aujourd'hui, on voit bien qu'elle pète de partout. Elle craque, voilà, la planète flambe. On cherche tous des solutions. Peut-être que c'est un angle sur lequel on aurait tout intérêt à vous écouter, peut-être un peu plus que d'autres en tout cas, ou en tout cas vous écoutez aussi. Oui, je pense qu'en fait, il y a vraiment des points de rapprochement importants à faire entre la vision écologique ou environnementale portée par plusieurs groupes individus et celle que nous avons de notre côté. Je pense qu'effectivement, c'est généralement moins litigieux, donc on est en mesure d'avoir un dialogue là qui est plus constructif, puis aussi où l'écoute est généralement plus présente. Donc ça c'est sûr que on a vu à travers entre autres les dernières années plusieurs occasions où on a contribué, participé, collaboré avec différents groupes environnementaux écologiques, puis ça c'est tout le temps intéressant parce que c'est sûr que ensemble on est plus fort que si chacun essaie de faire valoir son point de vue. Ça je pense que c'est commun dans n'importe quelle société. Là. Plus on s'allie ensemble, plus on a la possibilité de faire passer le message puis d'atteindre les objectifs recherchés. C'est commun dans n'importe quelle société et en même temps, il est aussi commun dans n'importe quelle société que on arrive pas toujours à dépasser nos différences et que ces différences, au lieu de nous enrichir les uns les autres, nous amènent à des affrontements ou à des horreurs comme on a pu en discuter. Ce qui est chouette, c'est que depuis un bon petit quart d'heure qu'on parle du présent et de l'avenir, t'as les yeux qui brillent. Moi, je suis vraiment là dans une perspective où j'ai pas de limite. Donc, c'est pour ça que je pense que du haut de mes 37 ans, j'ai déjà atteint plusieurs objectifs de vie que je m'étais fixés. Puis, je suis vraiment comblée par tout ce qui... En fait, je suis très reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à mon quotidien, à ma vie actuelle. Puis quand je repense, entre autres, à ce que mon grand-père me disait quand j'étais petite, de dire je suis fière de toi puis je vais toujours l'être, mais on dirait que je l'incarne au quotidien, cette fierté-là. Puis c'est ça. J'ai vraiment beaucoup d'admiration envers tous les jeunes des communautés qui se lèvent en ce moment, qui font à leur tête, qui décident en fait d'assumer qui ils sont, puis si quelqu'un a envie de faire tantôt tu parlais de Chariot, de faire du reggae Innu, là, y a pas de problème, on y va, on en fait, puis on crée ce créneau-là, puis on se l'approprie, on le vit, puis je pense que ça c'est vraiment quelque chose de complètement différent des précédentes générations, c'est que on assume pleinement qui nous sommes et on est à l'aise avec ça. Donc, c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à travailler, à améliorer, mais de manière générale, on est beaucoup plus solide dans qui nous sommes que, par exemple, nos parents ont pu l'être par le contexte. Suzy, puisque on arrive au terme de cette émission, j'aimerais que tu prennes, si tu le veux bien, ta casquette de guide touristique et pour faire vivre cette fierté dont tu me parles depuis quelques minutes. Il y a de bonnes chances pour que les gens qui écoutent ce balado, ce podcast, n'aient jamais jusqu'ici entendu parler de la culture abénaki, des Abénakis, du peuple abénaki. Mais j'aime à croire qu'au bout d'un peu plus d'une heure d'entretien, ils ont une folle envie d'en savoir un peu plus. Imaginons qu'ils montent dans un avion, qu'ils atterrissent à Montréal, à Québec. Ils descendent de l'avion. Qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est qu'ils viennent voir? Où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils doivent lire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour en savoir un petit peu plus?
De manière générale, c'est sûr que si les gens visitent le site Internet de Tourisme autochtone du Québec, au Québec, vous allez avoir toutes ces informations-là. Mais par contre, c'est sûr que je vais prêcher pour ma propre communauté. Ah bah oui. Donc, nous avons le musée des Abénaquis qui est situé à Odanak, qui, comme je l'ai déjà dit dans l'émission, est le premier musée autochtone au Québec. Donc, ça fait déjà depuis 1965 que le musée est en opération. Qui est un super beau musée, mais là, c'est difficile pour moi d'être impartial là-dedans. Après ça, ben, c'est sûr que vous avez toujours l'occasion aussi d'assister au powwow de soit Odanak ou de Wanlinak, qui est en fait une célébration de notre héritage avec des danses, des chants, de la nourriture. Généralement, le powwow à Odanak, c'est la première fin de semaine de juillet, puis celui de Wanlinak est à la fin août. Donc, ça, c'est quand même des choses qui reviennent de façon récurrente, que c'est ouvert à tous. À Odanak, quand les gens viennent, ils peuvent aussi aller faire certains sentiers. Dans le fond, il y a des sentiers dans la communauté qui sont aménagés, que les gens peuvent marcher pour découvrir, entre autres, c'est quoi les plantes médicinales, c'est quoi les usages qu'on en fait. Il y a aussi des marécages où les gens peuvent admirer les tortues parce que nous avons l'opportunité d'avoir 2 espèces de tortues à Odanak. Donc, ça, c'est quand même... faut seulement être discret, vous allez être en mesure de les voir. Après ça, ben dans le fond, dans la région, il y a aussi pas nécessairement Abénaquis, mais dans la région, c'est possible d'avoir accès à du poisson fumé d'une poissonnerie là de Notre-Dame-de-Pierreville. Puis le poisson fumé fait partie de notre diète alimentaire de base, qui est quelque chose de vraiment commun là chez nous. Il y a aussi des opportunités pour faire certaines dégustations, entre autres de la sagamité, qui est notre soupe traditionnelle avec des fèves rouges et du maïs lessivé. Donc, il y a ça. Puis, sinon, nous sommes en bordure de la rivière Saint-François à Segomtouk. La rivière en soi présente plusieurs opportunités de juste faire des descentes en kayak, faire le paddleboard maintenant qui est vraiment très populaire. Donc, bref, l'idée, c'est de connecter avec le lieu, voir notre communauté, voir à quel point on est une communauté qui est dynamique, qui est vivante, qui est aussi très accueillante. Donc, il y a des boutiques d'artisanat dans la communauté aussi. Donc, c'est ça, c'est mon pitch de... Ouais, c'est un bon pitch, hein. C'est un bon pitch et moi, je terminerai juste avec en paraphrasant ce que tu viens de dire, malgré tout ce qu'on a pu dire pendant le début de cette émission et même pendant d'autres émissions quand j'ai évoqué l'histoire des cultures autochtones, malgré tout ce qu'on leur a fait subir, ces cultures sont sacrément bien vivantes et sacrément bien dynamiques. Et quand je dis sacrément bien, c'est à la fois un terme quantitatif et aussi un terme qualitatif. Vous pouvez pas connaître le Québec, vous pouvez pas prétendre appréhender le Québec si vous faites l'impasse sur ces communautés. Donc la communauté Abénaki, on vous a donné Suzy vous a donné une belle feuille de route pour commencer à bien l'appréhender. Voilà, il y en a 11 au Québec, 55 communautés différentes, 11 peuples, et c'est une histoire absolument riche et passionnante. Suzy, merci beaucoup. Bonne journée, merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com.
Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.